chefs d'État d'Afrique de l'Ouest étaient à Bamako pour tenter de dénouer la crise sociopolitique qui secoue le Mali. Le défi est de réconcilier le président Ibrahim Boubacar Keïta et une opposition qui réclame son départ. En Côte d'Ivoire, à un peu plus de 100 jours de la présidentielle, le RHDP a réuni ses élus pour se trouver un candidat. Alassane Ouattara va-t-il finalement se résoudre à se présenter? C'est la question qui brûle toutes les lèvres. Et puis au Soudan, le gouvernement annonce une dévaluation de la monnaie et une suppression des subventions sur l'essence et le diesel, conséquence d'un déficit budgétaire causé par l'arrêt de l'activité économique dû au Covid-19. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. 5 chefs d'État d'Afrique de l'Ouest ont séjourné à Bamako ce jeudi pour tenter de dénouer la crise sociopolitique qui secoue le Mali depuis le mois de juin dernier. Le défi est de réconcilier le président Ibrahim Boubacar Keïta et une farouche opposition qui réclame son départ. Voici les images. Munis de leurs masques et dans le respect des gestes barrières, les présidents ouest-africains impliqués dans la gestion de la crise au Mali ont à tour de rôle foulé le sol de la capitale Bamako ce jeudi. Ils ont été accueillis à l'aéroport par leur homologue en difficulté, Ibrahim Boubacar Keïta. Mandaté par la CEDEAO, médiatrice du plus important mouvement de contestation du pouvoir en place au Mali depuis le coup d'État de 2012, les chefs d'État de Côte d'Ivoire et du Sénégal ont été suivis par ceux du Nigeria et du Niger. Celui du Ghana, Nana Akufo-Addo, doit également participer à la réunion. Au menu, un entretien avec le président du Mali dans un hôtel de la capitale placé sous haute sécurité, puis conjointement avec l'influent imam Mahmoud Dicko, figure emblématique de la contestation, ainsi qu'avec les dirigeants du mouvement du 5 juin. Au pouvoir depuis 2013, le président Keïta est massivement contesté dans la rue depuis juin. Au climat d'exaspération nourri depuis des années par l'instabilité sécuritaire dans le centre et le nord du pays, le marasme économique ou encore une corruption jugée endémique est venu s'ajouter l'invalidation par la Cour constitutionnelle d'une trentaine de résultats des élections législatives de mars-avril. Le 10 juillet, la troisième grande manifestation contre le pouvoir à l'appel du M5 RFP a dégénéré en 3 jours de troubles meurtriers à Bamako, les pires dans la capitale depuis 2012. En face du dirigeant, un mouvement de contestation qui ne réclame qu'une chose, son départ du pouvoir. Il faut dire que des partisans de l'opposition ainsi que des militants pro-gouvernementaux ont manifesté près de l'hôtel Sheraton à Bamako où les 5 chefs d'État s'étaient réunis pour tenter de dénouer la crise malienne. Je vous propose d'écouter quelques réactions. Nous sommes là juste pour une seule et unique raison, c'est de demander à ces chefs d'État-là d'accompagner vraiment les actions gouvernementales afin que Soumaïla Cissé puisse rentrer à la maison pour fêter la fête avec sa famille, avec ses amis. Ça fait déjà 4 mois et 4 mois c'est trop. Une femme qui passe 4 mois sans nouvelles de son mari, des enfants qui sont sans nouvelles de leur père pendant 4 mois, c'est vraiment trop. Il est temps que ces chefs d'État africains accompagnent les actions du BK et de son gouvernement pour ramener Soumaïla Cissé auprès de sa famille sain et sauf et dans les plus brefs délais. Merci. Nous voulons que nos frères s'entendent. Nous voulons vraiment travailler pour le développement de notre pays. Et parmi nous, il y a des femmes victimes, il y a des femmes déplacées qui se trouvent traumatisées. Chaque fois qu'il y a un mouvement dans la vie, elles se sentent vraiment, elles pensent que ça reprend. Nous sommes des mères, c'est ce qu'on se dit, nous sommes des épouses, nous sommes des sœurs, nous sommes des tantes, nous sommes tout ce qu'une femme peut être. Donc pour nous, on veut que ça se taise, que les âmes se taisent, que les bruits se taisent. On veut vraiment sauvegarder notre pays. En Côte d'Ivoire, à un peu plus de 100 jours de la présidentielle ivoirienne, la question brûle toutes les lèvres. Alassane Ouattara va-t-il finalement se résoudre à se présenter? Le décès de son ancien Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, qui était le candidat du pouvoir, a bouleversé les plans. C'est dans ce contexte que le RHDP a réuni ses élus pour se trouver un candidat. Voici les détails. Les députés, les sénateurs, mais aussi les maires du parti au pouvoir sont réunis ce mercredi et ce jeudi.
Et il n'a pas fallu attendre très longtemps pour que les députés ouvrent le bal et appellent le président à se présenter à un troisième mandat. Cela rejoint en fait la position du directeur exécutif du parti RHDP, Adama Bictogo. Les élus doivent se prononcer sur la question des parrainages, mais aussi sur la question d'une candidature du président Alassane Ouattara. D'entrée de jeu, Adama Bictogo et ses directeurs adjoints ont rendu hommage à Amadou Gon-Coulibaly, le Premier ministre décédé il y a 2 semaines et candidat désigné à la base comme étant dauphin d'Alassane Ouattara. Il a décliné l'ordre du jour, à savoir le processus des parrainages, et puis il s'agit surtout d'accorder les différents violons et composer un même et unique message, à savoir un appel au président de la République Alassane Ouattara de se représenter. Les députés justifient leur choix par les circonstances exceptionnelles qui sont actuellement en cours. Si Alassane Ouattara se lance dans la course présidentielle, cela enverrait un signal fort, lui qui a toujours dit qu'il passerait le flambeau à la prochaine génération, même s'il a aussi plusieurs fois répété que la nouvelle constitution, celle qui a été adoptée en 2016, lui permettait de briguer un mandat supplémentaire, un 3e mandat. Le parti au pouvoir estime donc qu'il ne s'agit pas d'un mensonge du président. Il a toujours été cohérent et il le fait pour le bien du pays, met en avant ses soutiens. Mais les résultats sont là. Au Gabon, le nouveau gouvernement a prêté serment devant le président Ali Bongo. Parmi les ministres figure la nouvelle première ministre Rose Christiane Osuka-Raponda. Des précisions à travers ces images. Le nouveau gouvernement gabonais, dévoilé vendredi dernier par la première ministre Rose Christiane Osuka-Raponda, au lendemain de sa nomination, a prêté serment ce mercredi. Selon la présidence, le nouveau gouvernement aura pour mission, entre autres, d'assurer la relance économique et l'accompagnement social nécessaire en raison de la crise mondiale liée à la Covid-19. C'est l'État nous a encore rappelé les missions qui sont les nôtres et l'empressement justement des résultats que l'on devrait escompter, et cela pour les biens des populations. Première femme à être nommée à la tête d'un gouvernement au Gabon, Rose Christiane Osuka-Raponda est remplacée à la tête du ministère de la Défense, poste qu'elle occupait jusqu'ici, par Michael Moussa Adamo, ancien ambassadeur du Gabon aux États-Unis. La plupart des portefeuilles ministériels restent inchangés. Une des seules entrées notables est celle de Guy-Patrick Obiang, jusqu'ici à la tête du comité de pilotage de lutte contre la Covid-19, qui devient ministre de la Santé. Il remplace ainsi Max Limoukou. Au Soudan, le gouvernement a annoncé ce mercredi qu'il allait dévaluer sa monnaie et supprimer progressivement les subventions sur l'essence et le diesel. Ceci en raison de l'énorme déficit du budget causé par l'arrêt des activités économiques dû à la pandémie du Covid-19. Reportage. Le Conseil des ministres soudanais de ce mercredi était consacré à l'examen de la situation économique et financière des 6 premiers mois de 2020. Lors d'une conférence de presse, le Premier ministre soudanais Abdallah Hamdok a indiqué que son gouvernement allait supprimer progressivement les subventions sur l'essence et le diesel, mais qu'il comptait les maintenir pour les médicaments, l'électricité, le pain et le gaz de cuisine. Selon lui, le gouvernement va établir le mois prochain un budget rectificatif pour tenir compte de l'impact sur l'économie du Covid-19. Nous soutenons 6 grands produits de base, l'essence, le pétrole, les médicaments, la farine, le gaz de cuisine et l'électricité. Sur ces 6 produits de base stratégiques, nous maintiendrons notre soutien pour 5 d'entre eux et réduirons progressivement les subventions pour l'essence et le diesel. La pandémie de coronavirus a frappé le monde entier et tous les pays ont travaillé sur le budget. Nous entendons parler du budget de 1000 milliards de dollars aux États-Unis d'Amérique et en Europe, mais nous ne pouvons pas les suivre. Ce que nous pouvons faire,
c'est ajuster notre budget de manière à préserver les objectifs fondamentaux du budget de l'aide à la santé et de l'éducation. Le Premier ministre Hamdok a également assuré que le retrait du Soudan de la liste noire américaine des pays soutenant le terrorisme allait ouvrir le Soudan à l'investissement étranger. En Égypte, les députés ont approuvé lundi une possible intervention en Libye de leur pays si les forces du gouvernement de Tripoli, soutenues par la Turquie, continuent leur avancée vers l'est du pays. Pour le député égyptien Mohamed Abou Ahmed, il s'agit d'une décision historique. On l'écoute. Lors d'une session historique, la Chambre des représentants a approuvé à l'unanimité l'envoi d'éléments de l'armée égyptienne dans des missions de combat hors des frontières de l'État égyptien à l'ouest du pays, c'est-à-dire en Libye. وفي الحقيقة يجب على المجتمع الدولي وعلى الدول الكبرى أن تتولى أو تمارس مسؤوليتها تجاه حفظ الأمن. La communauté internationale et les puissances devraient assumer leurs responsabilités dans le maintien de la paix et de la sécurité internationale en empêchant la Turquie d'inciter le gouvernement d'union nationale à commettre de nouvelles violations et en empêchant le gouvernement turc de transférer des milices terroristes et de violer la résolution des Nations Unies sur l'embargo sur les armes en Libye. مخالفة قرار حظر التسليح اللي الأمم المتحدة اتخذته يعني. هذه الحدود فطبقا لميثاق الأمم المتحدة. Selon la Charte des Nations Unies, l'Égypte a le droit de se défendre, ainsi que selon le Conseil de défense de la Ligue arabe, qui confère à l'Égypte cette légitimité. La décision du Parlement stipule d'envoyer des soldats des forces armées pour mener des missions de combat et précise le nombre de soldats et les branches de combat des forces armées en fonction du type de mission et des hostilités auxquelles ces forces seront confrontées. Fin de ce JT, merci de l'avoir suivi.